Dans l'actualité à la primature, cette audience accordée par le Premier ministre aux responsables de Africa West, la structure panafricaine de recherche en riz annonce la reprise de ses activités en Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale, les députés adoptent le budget 2014 modifié, séance qui a mis fin à la session extraordinaire ouverte le 30 juillet dernier. La reprise de la délivrance de la carte d'identité nationale est effective. Les 9 pétitionnaires de Yamoussoukro ont reçu leurs pièces. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Africa West annonce la reprise de ses activités en Côte d'Ivoire. Le directeur général par intérim de cette structure panafricaine a échangé sur le sujet avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Compte rendu d'audience à Boussanogo. Structure s'occupant de la recherche et de la production améliorée du riz, Africa Rice, Ace Adrao annonce son retour en Côte d'Ivoire à partir de janvier 2015. L'annonce a été faite au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par le directeur général par intérim de la structure panafricaine. Selon Adama Traoré, toutes les conditions sont réunies pour favoriser le retour de l'institution panafricaine de recherche en riz qui a été délocalisée à Cotonou au Bénin en 2002 du fait de la crise militaro-politique. Nous pensons très bientôt amorcer les dispositions, les démarches pour permettre à l'administration et aux chercheurs de pouvoir être à leur place ici en Côte d'Ivoire, en partie à Abidjan ici et à Bouaké, au niveau de notre centre de recherche. Qu'Africa Rice, qui est désormais une organisation panafricaine de recherche agricole, puisse appuyer les efforts du gouvernement ivoirien dans l'autosuffisance en riz et aussi toute la sous-région et la région pour permettre le développement du secteur rizicole en Afrique. Ce retour va permettre le recrutement d'un millier d'employés. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le budget 2014 modifié. Le budget passe de 4 248 milliards, montant initialement prévu, à 4 407 milliards, soit une hausse de plus de 159 milliards de francs CFA. Les détails avec Hamza Diaby. Adopté à l'unanimité. Le projet de loi de finances rectificatif portant budget de l'État pour l'année 2014 est adopté à l'unanimité. Après 22 jours de travail sur le budget, les parlementaires sont d'accord pour qu'il passe de 4 248 à 4 407 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 159 milliards de nos francs. Nous retenons que ce montant de 159 milliards sera utilisé pour le bien-être de nos populations, notamment dans les investissements, dans la santé et le transport aérien par Air Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Il est normal que le gouvernement revienne voir les députés pour entérimer l'augmentation du budget. Et c'est ce qui a été fait. Et nous sommes très contents parce qu'il y a des ressources additionnelles qui vont venir augmenter le budget et permettre par exemple de construire les routes, les ponts et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Comme nous sommes dans une république organisée, il a bien plu au gouvernement de nous adresser le projet pour qu'on puisse l'analyser. Nous l'avons étudié. C'est tellement bien que nous n'avons pas trouvé d'objection à faire des rejets. Donc c'est massivement que nous avons voté le projet de modification du budget. Nous sommes très heureux d'apprendre que la Côte d'Ivoire se porte bien puisque le budget a été modifié dans le sens d'un accroissement parce que tout simplement les signaux sont verts et nous avons une économie qui se porte bien. Il est maintenant question d'aller porter l'information aux populations. L'adoption du projet de loi a par ailleurs clos la deuxième session extraordinaire 2014. Et avant cette session extraordinaire du Parlement, le président de l'Assemblée nationale a reçu les femmes de la région de la Bagoué. Information essentielle, Soro Guillaume a décidé de soutenir les femmes de la région qui ont mis en place une fédération pour lutter contre la pauvreté. Léon Brou.
Les députés en ordre de bataille face au danger que constitue la maladie à virus Ebola. Pendant que la fièvre hémorragique sévit autour de nous, les parlementaires ont décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation. Les députés ivoiriens ont décidé de mettre sur pied ce comité qui a pour objectif de contribuer à contenir la psychose due à la fièvre Ebola, de faire prendre conscience de l'urgence à appliquer les mesures de prévention arrêtées par le gouvernement et de contribuer à la prise en charge sociale des populations exposées à la maladie. Ainsi, ce comité de veille va consacrer ses vacances parlementaires pour se déployer dans leurs localités respectives afin de faire passer le message juste tel que dicté par les autorités ivoiriennes. Avant de se déployer sur le terrain, le comité de veille se propose de tenir des séances de travail avec le ministre de la Santé, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Défense, l'USAID et le PNUD. Et vous l'avez rectifié de vous-même, les parlementaires ivoiriens ont décidé de s'impliquer dans la lutte contre le virus Ebola. Ils ont décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de prévention et de sensibilisation. Ils ont mis sur pied le comité de veille sanitaire et sociale des députés. L'épidémie d'Ebola a atteint une telle vitesse de propagation qu'il faudra de 6 à 9 mois pour l'arrêter, a prévenu vendredi un haut responsable de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé au Libéria, le pays le plus touché où plus aucune région n'est épargnée. Et depuis son apparition, l'on entend dire que l'oignon guérit la fièvre Ebola. Au fait, la crainte de l'épidémie est à l'origine des rumeurs, surtout en ce qui concerne d'éventuels remèdes. Ces rumeurs sont vraies ou fausses? Christelle Menant nous en dit plus. Éruption cutanée, hémorragie, vomissements et diarrhée sanglante, les manifestations de la maladie à virus Ebola effraient et défraient la chronique. Déjà près de 1200 morts depuis mars 2014 dans le triangle Ebola, Libéria, Sierra Leone et Guinée. La maladie fait des ravages et fait poindre les théories les plus fumeuses. Des rumeurs de remèdes miracles circulent notamment sur Internet. La plus populaire, partagée plus de 25 000 fois sur Facebook, évoque une recette à base d'oignons écrasés, de lait et de café. On imagine difficilement le goût de ce remède. N'empêche, le Mali connaît actuellement une pénurie d'oignons. Au Togo, c'est un mélange d'eau, de sel et de jus de citron qui préviendrait la maladie. Surfant sur la psychose populaire, les charlatans s'en donnent à cœur joie. Ils livreraient à domicile, contre de fortes sommes d'argent, un remède miracle en direct du Canada. C'est assez grave. C'est extrêmement grave de tromper les autres en prétendant que l'on peut guérir aujourd'hui de la fièvre hémorragique à virus Ebola à travers les solutions qui sont proposées. Des rumeurs qu'il ne faut pas ignorer, mais prendre en compte pour mieux les combattre, car elles handicapent sérieusement le combat contre la maladie. Arrêtons de faire passer ce type de message. Cela rend la situation difficilement maîtrisable pour le ministère de la Santé. Cela va dans tous les sens et si d'aventure nous avons un cas, nous risquons malheureusement de voir ce cas se propager simplement parce que les personnes n'iront pas dans le centre de santé. 40% des personnes infectées guérissent d'elles-mêmes grâce à leur système immunitaire et à une prise en charge précoce. Ces personnes qui survivent à la maladie à virus Ebola, ce sont ces personnes qui viennent consulter tôt dans un centre de prise en charge et qui sont mis en salle de traitement et on endémise des traitements symptomatiques, c'est-à-dire le traitement des signes que va présenter le malade. Le ZMapp, sérum expérimental, apparu après que 2 médecins américains aient été infectés au Libéria, suscite des espoirs. D'ici là, le seul traitement qui prévaut tient à la maxime: il vaut mieux prévenir que guérir. Et justement, pour prévenir le virus Ebola, il suffit de respecter les mesures dictées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ne pas manger de gibier, de viande de brousse, éviter de manipuler les dépouilles mortelles, se laver les mains régulièrement, alerter les autorités sanitaires en cas d'apparition brutale des symptômes, fièvre au-dessus de 38 degrés, fatigue, douleurs musculaires, diarrhée, saignement. Et c'est pour éviter l'entrée du virus en Côte d'Ivoire que le gouvernement ivoirien a pris une série de mesures qui mettent l'accent sur la sensibilisation. Toutes les couches sociales sont invitées à s'impliquer dans la lutte. C'est d'ailleurs le but de cette formation des médecins du privé, formation initiée par le ministère de la Santé. Christelle Menant pour plus de détails.
En première ligne face à la propagation de la maladie à virus Ebola, le personnel de santé. Au 12 août 2014, on compte 170 agents de santé infectés et plus de 80 décédés au cours de l'épidémie. En Côte d'Ivoire, aucun cas déclaré, mais le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida entend d'ores et déjà impliquer le personnel de santé dans la prévention et la surveillance épidémiologique. Après les médecins d'entreprise, ça a été ce 21 août au tour des responsables des structures sanitaires privées d'être informés sur la maladie et les directives nationales de prévention. Comment identifier les cas, mais aussi comment réagir face à ces différents cas. 5 présentations faites lors de cet atelier organisé avec le Centre d'information et de communication gouvernementale. Le cas suspect, c'est toute personne qui présente une fièvre d'apparition brutale et qui saigne. Mais en plus de cela, le médecin doit être amené à rechercher 3 facteurs très importants. La notion de séjour en zone d'épidémie, qui est le premier point à rechercher par le médecin. Autre élément de confirmation pour les médecins, un contact antérieur avec d'autres malades ou des personnes décédées du virus Ebola. Ou encore, la manipulation ou la consommation de gibier. Il a été aussi question des attitudes à adopter face à ces différents cas. Le cas confirmé permet donc de déclarer que le virus Ebola est bel et bien présent. Alors le personnel de santé dans ce cas de figure doit prendre toutes les précautions pour se protéger avant donc d'aborder donc ce malade. Il doit mettre le malade en isolement et il doit informer la communauté sur également les mesures donc à observer. Pharmaciens, médecins, chirurgiens, dentistes d'établissements sanitaires privés, devant ce qui relève désormais d'une urgence de santé publique de portée mondiale, chaque professionnel de santé compte dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Et face à la menace que constitue la pandémie de la fièvre hémorragique Ebola pour la Côte d'Ivoire, le gouvernement décide de la fermeture de ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. Le gouvernement ivoirien, tout en réaffirmant sa ferme volonté de préserver les excellentes relations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et les pays frères concernés, tient à préciser que cette décision exceptionnelle s'inscrit dans le strict cadre des mesures préventives destinées à protéger l'ensemble des populations, y compris étrangères, vivant sur le territoire ivoirien. Et même décision au Sénégal, le pays a décidé de fermer ses frontières avec la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Regardez. Le Sénégal a fermé jeudi ses frontières avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola, plus de 3 mois après les avoir réouvertes. Les postes frontaliers officiels avec la Guinée sont situés dans le sud et le sud-est du pays. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont les pays concernés par cette mesure. Le Sénégal n'a de frontières qu'avec la Guinée, parmi les pays où il y a aujourd'hui la maladie. Il y a des avions également qui viennent de ces différents pays. Et comme je le disais tantôt, nous avons augmenté le niveau de notre riposte. Et les avions qui viennent de ces pays également ont été aujourd'hui interdits. D'autres mesures importantes seront prises dans les prochains jours en Afrique de l'Ouest à l'occasion de la réunion des ministres de la Santé des 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut beaucoup de coordination, il faut des actions urgentes sur le plan technique, il faut beaucoup de moyens financiers aussi pour soutenir ces pays et il faut beaucoup informer et communiquer aussi pour arrêter et prévenir les populations par rapport à tout risque de contamination rapide au niveau des frontières, mais aussi au niveau des différents pays qui sont affectés. La gestion de la crise créée par la propagation du virus Ebola doit aussi prendre en compte les avantages de la CEDEAO liés à la libre circulation des personnes et des biens, qui est une réalité en Afrique de l'Ouest. Retour ici en Côte d'Ivoire. Sachez que la reprise de la délivrance de la carte d'identité nationale est effective. Les 9 pétitionnaires ont reçu leurs pièces un mois après la reprise de l'opération à Yamoussoukro. Kwadjo Kwame. Ils sont tout heureux. Ces 9 premiers pétitionnaires qui viennent de recevoir leur carte nationale d'identité. Je viens de recevoir ma carte d'identité, je suis très contente. Pour voyager, c'était un problème. Je ne pouvais pas me déplacer. Mais avec la carte, par la grâce de Dieu, je vais pouvoir me déplacer maintenant. Désormais en Côte d'Ivoire, l'établissement de ce document devient un fait banal et ceux des Ivoiriens qui n'ont pas le précieux document peuvent se faire enrôler
et établir leur carte d'identité. La loi l'exige, ont indiqué le directeur général de l'ONI et le préfet de région de Yamoussoukro. Le moment viendra où on va vous dire, si vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à l'école. Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas aller faire un abonnement à Sodeci, ni à la CIE. Vous ne pouvez pas aller à la banque, etc., etc. Le ministre d'État, en juillet dernier, à la suite du président de la République, avait dit qu'on reprenait et que dans 20 mois, on pouvait procéder à la distribution des premières cartes. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, cela devient une réalité. Pour le gouverneur du district, se faire enrôler pour avoir sa carte nationale d'identité est aussi une autre dimension statistique de la gouvernance, avant d'inviter la population à fréquenter les centres de collecte. Tous les premiers pétitionnaires ont enfin reçu leur carte d'identité des mains des autorités présentes. C'est une opération transparente. Celui qui remplit les conditions aura sa carte d'identité. Les chefs de communauté et les guides religieux sont invités à relayer l'information. Et vous le savez, l'eau est source de vie. Malheureusement, elle se fait rare dans les foyers à Tiendiekro. Il y a un seul puits pour approvisionner toute la population du village. Situation très difficile pour les femmes de la localité. Notre reporter Soro Corona a vécu le calvaire de ces femmes. Son élément est commenté par Charles Tato. Le château d'eau de la commune de Tiendiekro, dans le département de Didievi, ne répond plus aux attentes des populations. Construit dans les années 1990, avec une capacité de 10 mètres cubes heure, aujourd'hui, il fournit seulement 3 mètres cubes heure. Conséquence, de nombreux foyers sont sans eau potable depuis plusieurs mois. Les femmes, pour leurs besoins de ménage, sont obligées de recourir au seul puits du village. Et si le mot problème ne s'écrit pas de deux façons, c'est que nous souffrons ici. Il y a un ancien puits qui est là-bas, mais des fois c'est tari. Donc nous dormons sur le puits jusqu'à l'aube, avant de trouver au moins une cuvette d'eau. On se débrouille avec un seul puits dans le village. Et le matin, ça fait qu'à tout moment, il y a discussion là-bas. Puisque si il y a au moins 20 femmes qui vont puiser l'eau, ils ne peuvent pas avoir l'eau. Ça fait que vraiment, ce n'est pas tous les jours nous on se lave, surtout les garçons. Outre le vieillissement des installations du château, il faut aussi ajouter l'accroissement des populations et l'extension de la ville. Le manque d'eau à Tiendiekro demeure une réalité préoccupante pour les autorités administratives et municipales de la localité. Les efforts conjugués de ces autorités annoncent des lendemains meilleurs pour les ménages de Tiendiekro. Cette question d'eau a été inscrite à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. On a trouvé un nouveau forage qui fait 17 mètres cubes heure, donc largement suffisant pour couvrir nos besoins. Et les travaux sont en cours, il reste à faire le raccordement électrique, mettre en marche ce nouveau forage qui va couvrir tous nos besoins abondamment. Ce nouveau forage qui attend la fin de ses travaux va permettre à de nombreux villages de la commune de bénéficier de l'adduction en eau potable. En matière d'électrification villageoise, les 12 villages de la commune de Tiendiekro ont été connectés au réseau électrique national à la faveur de la visite du chef de l'État dans le Bélier. Et ces Ivoiriens que vous allez voir maintenant dans cet élément ont fait preuve d'initiative, de courage et d'abnégation au travail. Ils sont au nombre de 20. Ils ont reçu le super prix Éléphant d'Or. Le prix Éléphant d'Or est un concept de l'ONG Organisation panafricaine de la jeunesse francophone. On fait le point avec Serge Gongoumé. Au nombre d'une vingtaine, ces Ivoiriens qui, par leur courage et initiative, contribuent régulièrement au progrès et au développement en Côte d'Ivoire, ont reçu chacun le super prix Éléphant d'Or 2014 au cours de cette 6e édition du prix Éléphant d'Or. Ils sont ainsi honorés par l'ONG OPAGEF, l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone, pour les efforts supplémentaires consentis dans les domaines de l'agriculture, de la gestion de vie en communauté, des innovations sportives et de la formation de base. Outre la reconnaissance de mérite, le prix Éléphant d'Or a également pour objectif d'inculquer à la jeunesse les valeurs du travail bien fait et du mérite. Le prix s'adresse à toutes les couches socio-professionnelles,
nous célébrons les valeurs ivoiriennes. Au niveau de la formation de base, la ministre Kandia Camara est distinguée pour avoir réussi à rehausser le taux de réussite scolaire de 20 à 80%. Elle est élevée par l'OPAGEF au rang de commandeur de l'Ordre africain de la valeur. Dans le domaine sportif, et plus précisément celui du Maracana, c'est le commissaire Bleu Chalmagne qui est honoré. Et en ce qui concerne le domaine agricole et des coopératives, c'est la présidente des femmes de la coopérative d'Atiké de Kassamblé, un village du district d'Abidjan, qui remporte le super prix éléphant d'or 2014. Notre ministre a été honoré à double titre. D'abord, les enfants ont travaillé. Les résultats sont meilleurs. Notre mot, c'est d'encourager les enseignants, de demander aux enfants de continuer à travailler. D'abord, c'est un sentiment de gratitude qu'au nom donc de tous les récipiendaires, je voulais exprimer, n'est-ce pas, aux organisateurs, mais également aux gouvernants de ce pays qui permettent donc aux populations de vaquer aisément, n'est-ce pas, à leurs occupations. Oui, nous sommes mis en coopérative pour faire de la tchéké émergent. L'OPAGEF veut inviter les Ivoiriens à s'accepter mutuellement malgré les divergences politiques. Et pour atteindre cet objectif, l'ONG a pour projet un code de bonne conduite intitulé « Règles d'or du vivre ensemble » du président Alassane Ouattara. Célébration de l'excellence également, mais cette fois-ci, ce sont les élèves des IEP de la commune d'Anyama qui ont été primés. Ces élèves ont reçu de meilleures notes aux différents examens de fin d'année 2014. On fait le point avec Douad Lazer. Des élèves et enseignants du primaire de la commune d'Anyama, célébrés pour leurs brillants résultats scolaires en fin d'année 2014. Les inspections de l'enseignement primaire Anyama 1 et 2 ont obtenu respectivement 83 et 86% aux examens d'entrée en 6e. Un résultat qui a permis à la commune d'Anyama d'occuper la première place parmi les IEP de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Drenet 4 d'Abobo. Une moisson abondante qui mérite d'être encouragée. Il faut encourager l'excellence. Il faut encourager les enfants qui veulent sortir de la médiocrité, de la tricherie. Alors, en organisant cette fête où nous pensons récompenser les enfants et aussi leurs encadreurs, nous pensons que cela pourra motiver les autres à faire comme ceux qui sont à présent récipiendaires. Quand on a atteint les taux de 80%, on ne doit plus en descendre. On doit maintenir ces taux ou aller de l'avant. Cela impacte inévitablement sur les bons rapports entre les enseignants de ces deux circonscriptions. Des ordinateurs portables et des kits scolaires ont été remis aux élèves et enseignants les plus méritants. Outre ces résultats scolaires, les IEP Anyama 1 et 2 ont été classés parmi les lauréats au concours national Maths Ivoire. En politique, cette rencontre entre le président du PDCI RDA et le président équato-guinéen, Henri Konan Bédié, vous le savez, était en visite d'amitié en Guinée équatoriale, le point de son séjour avec Kader Ouattara et Hugues Eveblé. Pour cette audience chez le président équato-guinéen, le président du PDCI RDA avait à ses côtés son épouse Henriette Konan Bédié. Le président Théodoro Obiang Nguema et son hôte, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, ont beaucoup parlé de coopération, notamment des relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale et entre le PDCI et le parti au pouvoir dans ce pays. Nous souhaitons la coopération entre nos deux partis. Nous souhaitons également la coopération entre les deux pays au niveau officiel. Et c'est la raison pour laquelle je vais suggérer au président Alassane Ouattara de bien vouloir recevoir son homologue de Guinée équatoriale à Abidjan. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, a visité en Guinée équatoriale de nombreux projets de développement. Le pays l'accueillait pour la deuxième fois. Il est de retour depuis jeudi à Abidjan.
Les populations de la région de l'Ifou attendent avec beaucoup d'impatience la visite du président de la République. Pour le moment, les chantiers sont en cours de réalisation. Les jeunes ont vu dans ces chantiers l'occasion de trouver de quoi s'occuper en attendant de trouver mieux. Cet espoir a été déçu, nous dit Eugène Atoubé dans ce reportage. Dans tous les milieux jeunes de Daoukro, on entend dire que la visite du président de la République dans la région de l'Ifou est pour la jeunesse locale porteuse de tous les espoirs. Dans cette ville où les jeunes constituent une frange importante de la population, la question de leur emploi et de leur insertion dans le tissu socio-économique se pose avec acuité. Avec la présence dans la région des entreprises en charge de l'exécution des travaux précédant cette visite, ils avaient espéré quelques boulots à exécuter. Mais des illusions. Il a été demandé aux jeunes de s'inscrire au niveau des sociétés pour avoir quelque chose à faire. Ça, c'est pour permettre de réduire le taux du chômage et permettre à la jeunesse d'avoir un peu à manger. Nous ne constatons seulement que 2 jeunes de Daoukro qui travaillent au niveau de ces sociétés. Nous nous posons la question, qu'est-ce que les autorités ont-ils faire pour que cette situation arrive? À Daoukro, les jeunes ne cachent pas leur amertume, très remontée contre les entreprises qu'ils accusent de ruiner leurs espoirs. Mais implicitement, c'est surtout la nouvelle équipe municipale qui est indexée. Les entreprises qui ont pris contact avec nous ont demandé de les aider à s'installer, à trouver un endroit pour abriter leur machinerie et autres. La mairie s'est opposée à ce sens-là, à leur donner satisfaction. Ceux qui voulaient recruter du personnel sur place, c'est ce que nous leur avons demandé. Mais ceux qui en avaient la capacité en ont recruté. Il y a des jeunes de Daoukro qui travaillent dans ces sociétés-là. Mais là, nous avons que il est difficile au maire d'en imposer cela dehors de leurs besoins. La jeunesse de Daoukro passe pour une frange veule et apathique. Seul son comportement au quotidien et ses rapports avec les 4 élus locaux pourront changer cette image. Mais à Daoukro, la question que tout le monde se pose est: veulent-ils ces jeunes être vraiment les acteurs de leur propre réalisation? Et c'est précisément du 13 au 17 septembre prochain que le président Alassane Ouattara sera dans la région de l'Ifou. Pour que cette visite d'État soit une réussite totale, les personnalités et populations des 3 départements qui composent cette région s'activent pour les préparatifs. Ahmed Traoré, Victorine Yaoyobwe. Plus que 3 semaines, c'est le temps qui reste aux populations et aux autorités de la région de l'Ifou pour finaliser les préparatifs de la visite du président Alassane Ouattara sur leur sol. Visite d'État prévue se dérouler du 13 au 17 septembre prochain. Les 3 départements de l'Ifou, à savoir Daoukro, Bayakro et Prikro, sont en chantier. Même si les derniers efforts se concentrent beaucoup plus sur Prikro, un peu en retard sur les travaux. Avec l'appui de nos autorités administratives, nous avons fait un travail de fond et je crois que périodiquement, avec monsieur le préfet des régions, nous recevons tous nos ministres et tous les coordonnateurs et je crois que la mobilisation est en marche et nous espérons que le président sera reçu comme il se doit. La visite du chef de l'État dans la région de l'Ifou est un heureux événement que les populations attendent avec impatience. C'est bien sûr un sentiment de grande fierté et de grande satisfaction de savoir que le chef de l'État va rendre visite aux populations de l'Ifou. Pendant cette période, le Ifou sera la capitale de la Côte d'Ivoire. Daoukro veut battre le record de mobilisation des autres régions déjà visitées par le président de la République. Une réunion est prévue le 6 septembre pour faire le point en vue d'apporter les derniers réglages. Les fils et filles de la région de l'Ifou misent sur la réussite de cette visite du président Alassane Ouattara, convaincu que ce sera un nouveau départ pour le développement de cette région de la Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, en Libye, 170 Africains ont disparu en mer hier au large des côtes dans un nouveau drame de l'immigration clandestine. D'autres temps forts de l'actualité dans le monde, commençons par la crise en Ukraine. L'arrivée du convoi humanitaire russe à Lugansk provoque un tollé. Regardez. Les premiers camions du convoi d'aide humanitaire russe sont entrés en Ukraine vendredi. Moscou estime que tous les prétextes invoqués par Kiev pour retarder depuis une semaine leur passage sont épuisés.
Une centaine de camions sur les 300 du convoi ont déjà passé le poste frontière pour se diriger vers l'est ukrainien contrôlé par les séparatistes pro-russes, sans être escortés comme prévu par la Croix-Rouge. Pour Kiev, la décision de Moscou constitue une invasion directe de la Russie. Plus d'un mois après le crash du vol MH17 en Ukraine, les 20 premiers corps des victimes malaisiennes sont arrivés vendredi à Kuala Lumpur. Une cérémonie officielle, suivie d'une minute de silence à travers toute la Malaisie, avait été prévue. Les 298 occupants du Boeing de la Malaysia Airlines, abattus le 17 juillet alors qu'ils survolaient l'est de l'Ukraine, avaient tous péri. 220 cercueils contenant les restes de victimes qui avaient pu être récupérés avaient été envoyés aux Pays-Bas pour être identifiés. Grave collision vendredi entre deux autocars en Égypte. Au moins 33 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées. L'accident s'est produit tôt le matin à une cinquantaine de kilomètres de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les accidents de la circulation sont fréquents en Égypte. Ils sont souvent dus au mauvais état des routes et au non-respect du code de la route. Pour la deuxième journée consécutive, les manifestations à Ferguson se sont déroulées dans le calme. Invoquant l'accalmie, le gouverneur du Missouri a ordonné jeudi le départ de la garde nationale. La mort de Michael Brown, un jeune noir abattu le 9 août par un policier blanc, avait entraîné des manifestations dégénérant de façon sporadique en émeutes et affrontements avec la police. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.